de l'Union sacrée. Et voilà, nous avons cet honneur-là et je m'en vais lui dire bonsoir et merci, Monsieur Mosenepo, d'accepter notre invitation. Eh bien, Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Voilà, Monsieur Mosenepo n'est plus une personne à présenter, surtout pour ceux qui suivent la politique et tout. Monsieur Mosenepo n'est vraiment plus une personne à présenter, mais étant donné que c'est la toute première fois qu'il intervienne à nos échanges, Monsieur Mosenepo, je vais quand même vous demander de vous prêter à cet exercice. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous pouvez nous dire en résumé? Je sais que ce n'est pas facile de parler de soi, mais quand même, vous pouvez nous dire en résumé qui vous êtes, ce que vous faites dans l'Union sacrée, et puis on va commencer avec les questions. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis Jean-Thierry Mosenepo, je suis congolais. Je suis de la Convention des Congolais Unis, le parti dont l'honorable Lambert Mende est autorité morale. Au sein de l'Union sacrée, je suis membre du bureau politique qui est dirigé par le Premier ministre Samalou Kondé, le secrétaire général Augustin Kabouya, le président Mbosso, le président Bahati. Et je suis parmi les communicateurs de l'Union sacrée. Voilà. Dans une autre vie, je suis un homme d'affaires congolais. Je pense que la connexion est en train de bugger. Qui s'appelle Bleusat. Et aussi, je suis dans les médias. Voilà. Vous disiez que vous étiez aussi dans les médias. Non, je disais que j'étais aussi dans les affaires, dans deux sociétés, dont l'une qui fait de la télévision payante. Ça s'appelle Bleusat. Nous vendons la télévision payante avec des bouquets. Et l'autre, c'est une coopérative d'épargne de crédit. On fait de la microfinance. Voilà. Voilà, merci. Même moi-même, je découvre une autre casquette de M. Mosenepo, donc c'était bien alors de vous demander de vous présenter. Et je me rends compte que je ne me suis pas trompée. Vous êtes l'une des bouches autorisées de l'Union sacrée. Vous êtes communicateur, vous êtes même dans le bureau politique. Et pour ce, on a alors beaucoup de questions à vous poser. La toute première, je m'en vais la poser. J'ai suivi il y a un moment donné le professeur Njoli, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je salue d'ailleurs, qui disait que la transhumance politique en RDC, c'est une tare. En tout cas, c'est l'une des caractéristiques honteuses de notre politique. Hier, on est kabiliste, avant-hier, on est lumumbiste, aujourd'hui, on est tshisekediste. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Je ne me sens pas concerné par ça dans la mesure où nous, au sein de la Convention des Congolais Unis, le parti où j'évolue depuis 2016, quand j'ai commencé la politique, que je n'ai jamais quitté, nous sommes lumumbistes. Et si nous sommes attachés, si nous étions attachés au président Kabila à l'époque, c'était parce que lui-même aussi est lumumbiste. Donc nous partagions avec lui une même vision de souverainisme et des valeurs qui sont imprégnées dans la pensée profonde de Lumumba, mais aussi qui a été soutenu par son propre père à l'époque, nous est Laurent Désiré Kabila. Et quand nous sommes arrivés en 2018, lorsqu'il y a eu les élections, le président Kabila, après que notre camp ait échoué avec le candidat Chadari, il nous a demandé que nous puissions éviter ce que le pays a connu en 1965, en 1960, le 15 septembre, avec la crise constitutionnelle, puisque on avait pratiquement la même cartographie politique avec un président de la République qui était en face d'une majorité détenue par un Premier ministre. Alors, cette cohabitation-là avait énormément causé de tort au pays. C'est ainsi qu'il a proposé à ce que nous puissions aller vers une coalition politique ensemble avec le président Tshisekedi et son regroupement qui s'appelait à l'époque CASH, où il y avait Vital Kamerhe entre autres. C'est ainsi que nous avons eu les accords CASH-FCC, puisque nous nous sommes rendus compte finalement que nous avions une même vision en ce qui concerne la gestion du pays. Alors, une fois que nous sommes entrés dans cette coalition, on s'est rendu compte qu'il y avait certains vers jamais accepté, qui n'avaient jamais intériorisé l'échec de Chadari et qui ont commencé à s'aborder les actions du gouvernement. Nous, en tant que nationalistes, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Étant donné qu'on s'était engagé dans cet accord FCC-CASH, on a dit, nous, CCU, nous continuons. Mais avant de continuer, il faudrait que l'on sache quelle est la substance de cette nouvelle approche politique, de cette
de cette offre politique qu'a portée le président Tshisekedi au sein de l'Union sacrée. C'est ainsi que nous nous sommes rendus, Lambert Mende et moi, chez le président Tshisekedi qui a eu l'amabilité de nous recevoir et de nous expliquer exactement ce qu'était l'Union sacrée. Donc, nous avons eu la possibilité d'avoir sa vision sur la question qui concordait avec notre vision de nationaliste et nous sommes rentrés faire rapport à notre base et à l'unanimité, nous avons dit, nous soutenons son combat puisque c'est un combat qui cadre avec le nôtre, qui rentre dans la lignée de tous les nationalistes que ce pays a connus. Donc pour nous, nous n'appelons pas ça de la transhumance ou quoi que ce soit parce que nous sommes fidèles dans notre nationalisme, nous sommes fidèles dans notre lumumbisme, nous sommes fidèles dans notre convention des Congolais unis. Alors, puisque vous aviez dit que vous aviez été reçu, je me rappelle d'ailleurs de ces images-là lors des consultations nationales, enfin, concertations nationales, si on doit les appeler comme ça, puisque vous aviez rencontré le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelle est finalement cette vision ou cette idéologie que défend l'Union sacrée au point de convaincre des nationalistes purs et durs comme vous de pratiquement abandonner le FCC puis aller dans l'Union sacrée? Quelle est cette idéologie? Parce que je pense que vous suivez enfin pas les réseaux sociaux, vous suivez l'actualité politique, vous vous rappellerez qu'à l'époque, c'était devenu un peu comme une chanson. L'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est l'Union sacrée. On ne savait pas trop ce qu'il en était. Eh bien, puisque vous avez été reçu personnellement, nous aimerions quand même savoir qu'est-ce que le président de la République vous a dit. Quelle est finalement cette vision qui a pu vous convaincre de lâcher le FCC et d'embarquer dans l'Union sacrée, surtout que quand vous avez une tête d'affiche comme l'honorable Mende, qu'est-ce qu'il vous a dit, le président Tshisekedi? Principalement, le président Tshisekedi nous a de tous les problèmes inhérents à cette marche. Nous étions nous-mêmes témoins de certains actes qui ne correspondaient pas avec une vraie coalition. Et il nous a dit, écoutez, lorsque nous voyons l'histoire de notre pays, on se rend finalement compte qu'à chaque fois que les Congolais se sont mis ensemble, sans tenir compte de leur qualité politique, de leur tendance, ils ont réussi à faire des exploits. Et cela est parti d'abord. Il était question d'aller à la table ronde. Les autres hommes politiques, qui d'ailleurs ne s'entendaient pas du tout, se sont retrouvés en Belgique. Et bien, tous, à l'unanimité, ont été derrière deux aspects. Le premier, c'était la libération sans condition de Lumumba pour qu'il puisse les rejoindre en Belgique. Et la deuxième, c'était la souveraineté de l'indépendance de notre pays au courant de l'année 1960. C'était le premier acte qui a démontré que lorsque les Congolais se mettent ensemble, ils peuvent obtenir des choses. Pourquoi cela? Parce Je pense qu'il a reçu un appel et ça a probablement dérangé la connexion. Nous allons patienter. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent live, tous ceux qui se sont déjà connectés, qui nous suivent. Je leur dis bonsoir. Je leur demande de partager le lien parce que c'est là. Voilà. Ah voilà, il est revenu. Je peux continuer? Oui, bien sûr. Donc, à chaque fois que les Congolais se sont mis ensemble, on a réussi à faire des miracles. Et au-delà de ce qui s'est passé en 1960, plus proche de nous encore ici, c'est lorsque les Congolais se sont retrouvés à Sun City. L'enjeu qu'il y avait lors de ces rébellions, c'était réellement de partitionner le pays. C'était déjà tablé qu'il fallait que le Congo puisse être balkanisé. Mais lorsque les Congolais se sont retrouvés à Sun City, ils se sont dit non, ce pays, c'est le pays de nos ancêtres, nous refusons à ce que chaque rébellion, le coin où ils contrôlent devienne un pays. Nous voulons tous aller à Kinshasa, travailler ensemble pour donner des vraies élections et une vraie démocratie à notre pays. Et ça a marché, malgré les difficultés qu'il y a eu lors des transitions. C'est comme ça que le président de la République a dit, au lieu que nous puissions à chaque fois nous tirer dessus, pourquoi ne pas nous mettre ensemble dans une grande coalition qu'on va appeler Union sacrée, où chacun va réellement mettre du sien pour que notre pays puisse aller de l'avant. Parce que des éléments que j'ai en ma possession, je peux vous dire que
le pays est sérieusement menacé en ce qui concerne son existence même. Donc, si nous avons des autres qui se disent opposants, mais qui sont récupérés par certaines sphères qui, en réalité, cherchent à déstructurer notre pays, nous allons perdre cette bataille de l'unité nationale. Alors, mettons-nous ensemble et travaillons, mais ayons des valeurs telles que la lutte contre la corruption, des valeurs telles que servir d'abord le peuple, des valeurs telles que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour nos populations, surtout les plus jeunes, avec la gratuité de l'enseignement et tout ce qui va suivre avec. C'est comme ça que nous nous étions convaincus de cela. Et il nous a dit que l'Union sacrée n'est pas un parti politique, ce n'est pas une plateforme comme le FCC, mais c'est un courant qui rassemble tous ceux qui pensent réellement qu'ensemble nous pouvons aller de l'avant dans ce pays. C'est comme ça que nous avons adhéré à cette vision et nous sommes ensemble là-dedans aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais là poser la toute dernière question sur transhumance, FCC, votre passage du FCC à l'Union sacrée. Ça sera la toute dernière question sur ce chapitre-là. Et puis, je vais passer la parole à M. Alain Kiyuka qui pourra lui aussi poser ses questions. Je vous ai entendu dire que voilà, le président voulait que vous puissiez défendre certaines valeurs, notamment, défendre certaines valeurs, aller contre justement la corruption et tout ça. Est-ce que vous estimez que ce qui a été fait, je parle là si on doit dire ça comme ça, le déboulonnage ou la façon dont la majorité parlementaire a basculé, passant du FCC à l'Union sacrée, est-ce que vous pensez que c'était la meilleure des manières de faire? Est-ce que c'était correct? Parce que bon, vous savez qu'on a parlé d'argent, je cite là l'honorable Nembalemba qui a dit que c'était à coup de billets, c'était à coup de billets verts, on a eu à graisser la pâte et tout ça. Est-ce que vous estimez que la manière dont cette majorité a eu à basculer, est-ce que vous estimez que c'était une manière correcte? Est-ce que ce qui a été dit sur la corruption et tout ça, à un moment donné, est-ce que ça ne vous gêne pas? Parce que ça vient de vos propres membres. Je cite là M. Néon Lemalemba, l'honorable Lemalemba, qui est en tout cas une grosse pointure dans l'Union sacrée. Est-ce que ça ne vous gêne pas à un moment donné? Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une manière pour vous de s'aborder même les efforts, de cracher sur les efforts que vous aviez à faire parce que vous étiez au FCC, vous avez eu à lutter et tout ça. L'alternance politique, même ces élections, c'était pratiquement votre œuvre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était une façon pour vous de cracher sur vos propres efforts? Non, je ne pense pas, puisque je ne sais pas, je ne peux pas répondre de ce qu'a dit l'honorable Nembalemba sur la question de corruption, sur le basculement de la majorité. Mais je peux vous dire que les textes de notre pays stipulent clairement que le mandat du député national n'est pas un mandat impératif. Donc, on ne peut pas dire à un député, suivez-moi sur ce chemin ou suivez-moi sur l'autre chemin, soyez dans ce camp et ne le quittez pas. C'est un choix que le député... Monsieur Monsenepo, je m'excuse, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que la Constitution permet qu'un député à mi-mandat puisse quitter un courant politique pour un autre pendant qu'il est inscrit il n'y a pas eu... On vous a perdu là? Vous êtes là? Allô? Non, je pense qu'on a un problème de connexion. Je pense qu'on a perdu Monsieur Thierry Monsenepo. Allô? Non, il est figé à l'écran. Je pense qu'on l'a perdu. Ah, il est figé à l'écran. Ouais. Il y a un problème de connexion certainement chez lui. Pendant que c'était une question très intéressante. J'attendais la réponse. Ouais. Il va revenir et puis on va continuer. Il faut comprendre qu'à Kinshasa, la connexion est vraiment merdique. Il y a quelques commentaires intéressants. Il y a M. Bendele Koyate, je te salue Moyaya, là où tu es. Fachi est tombé dans le piège de ses partenaires de l'Est. Il y a un autre commentaire de notre bien-aimé Francis Mondombo qui nous aime bien. Il ne rate pas nos lives, nous les saluons. Il dit ceci, est-ce que ces gars revoient ses discours et celui de son chef Mende? Batu Oyo chez les Arabes, Baza Batu Yakocha Singana Kingo Walai. Bon, ça commence vraiment trop dur. Là, ça commence trop dur. Et il va revenir pour répondre à vos questions. Et il y a un autre commentaire encore de M. Francis. Il dit ceci. Azupe drapeau Yamboka a na fond derrière lui. Bon, drapeau Yamboka peut se mettre à Moutounion soit. Moutounion soit en droit pour défendre le pays na yendenga lingi. Je vais tenter de
de le joindre. Et là, il se connecte, device not connected, il se connecte. Ok. Il y a un sérieux problème de connexion ici. Il y a un problème de Donc, connexion. vous étiez en train de poser une question. Essayez de revoir cette histoire avec l'argent RAM. Hein. Est-ce que cet argent peut aider à arranger les problèmes de connexion, justement? On ne vous entend pas, malheureusement. Oh. Ici, il y a trop de pluie à Kinshasa. Ah, c'est la pluie en plus. Hein. Donc, je peux continuer? Oui, bien sûr. On a tenté. Voilà, nous avons un problème sérieux avec M. Thierry Mosenepo. Je ne sais pas, il paraît-il, il pleut à Kinshasa. C'est ça la raison que la connexion bégaye à Kinshasa. Veuillez nous comprendre. Voilà, je suis sûr qu'il va essayer encore de se reconnecter. Le problème des connexions ça se rappelle-t-il quand Mende a annoncé les coupures d'Internet? Ah! Francis, oza o bakongole baloba oza moto a N. N Pro Max. Comme N Pro Max en tout cas. Voilà, j'aime bien ces messieurs. Il y a quand même des commentaires. Il y a ceux qui sont pour Monsieur Thierry. Il y a ceux qui sont contre. C'est ça même l'ambiance de l'échange patriotique. Voilà, veuillez vous prononcer dans le commentaire. Sachez que nous allons lire vos commentaires. Vos commentaires, on a vu aperçu. Monsieur Pichuchi Bangu, nous vous saluons. Voilà, nous saluons tous ceux qui nous suivent. Thierry, Cerveau Central, Maboso, nous vous saluons, messieurs. Merci d'être là. Vraiment, réagissez dans les commentaires. Si vous avez des questions pour Monsieur Thierry, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. Merci beaucoup, Frankie Kazadi. Bonsoir, la grande équipe. Et merci aussi à vous d'être là. Nous vous saluons aussi. Nous sommes là. Notre invité a un problème de connexion. Il paraît-il qu'il plaît trop à Kinshasa. Il est là. Nous allons encore le reprendre. Veuillez vraiment nous excuser. Et ça sera comme ça. Voilà. Il est là, j'espère qu'il se connecte. Jacques Congolo, Seigneur, nous te saluons, bonsoir. Merci, monsieur. Voilà, Sandra, si... Ah oui, monsieur, merci de revenir. Oui, vous pouvez continuer, nous attendons la réponse. Ben, il faut lui rafraîchir la mémoire un peu. La question... Oui, la question était celle de savoir, parce qu'il a dit que lorsque le président les a reçus, le président voulait d'une coalition qui défendait certaines valeurs et tout. Et c'est comme ça que moi, je voulais savoir, est-ce que ça ne les gêne pas un peu de voir la manière dont la majorité parlementaire a eu à basculer et à quitter le FCC pour la majorité? Est-ce que ça ne les gêne pas, la manière dont ça a été fait? Parce qu'il y a certains députés de l'Union sacrée même qui ont parlé de la corruption et tout ça, ça ne les gêne pas. Aussi, est-ce que eux, lumumbistes, eux qui ont été au FCC, ne trouvent pas que c'était une manière de cracher sur leurs propres efforts parce que, justement, cette majorité-là est issue ou a été issue des élections organisées, justement, par leur camp politique? Est-ce que ce n'était pas une manière de cracher sur leurs efforts? Et pour finir, est-ce que M. Mosenepo n'estime pas que... Est-ce que M. Mosenepo pense que c'est correct qu'un député quitte un courant politique en plein mandat pour un autre, quand bien même le mandat du député n'est pas impératif? Voilà un peu ce que je disais. J'espère qu'il a bien expliqué au début. Il a dit que l'Union sacrée ce n'est pas comme le FCC, ce n'est pas une plateforme politique. Il a bien dit que Ezaka Kalisanga Yabana Mboka Basangisamaye pour diriger Mboka. Bon, en entendant qu'il nous revient, nous allons encore relire encore quelques commentaires intéressants. Voilà, je ne sais pas, Sandra, si de ton côté aussi tu as accès aux commentaires, tu peux aussi lire quelques commentaires pour ceux qui nous suivent. Non, je n'ai pas accès aux commentaires. Il faudrait que je rentre sur Facebook parce que je ne suis pas sur Facebook présentement. Voilà. Il y a aussi M. Eric Kaking qui dit ceci, lui et Mende ne peuvent pas parler de voleurs. Voilà. Des valeurs, oui. De valeurs, voilà. Monsieur Eric, c'est comme ça.
Je suis à vous maintenant. Non, c'est parce qu'il pleut ici à Kin, mais maintenant ça va. Ah, voilà. Nous devons ressusciter l'argent. Donc, j'attendais ma réponse en fait. La réponse par rapport à la transhumance, disons par rapport au basculement de la majorité. Donc, majorité, oui. J'étais en train de vous dire que le mandat du député n'est pas impératif. Donc, de ce point de vue-là, le député a la largesse de pouvoir se choisir un camp politique, mais sans pour autant quitter son parti politique. Parce que il y a une différence entre la majorité fonctionnelle qui est à l'Assemblée nationale et l'appartenance à un parti politique. En ce qui nous concerne, par exemple, quand nous avons été reçus par le président de la République, nous sommes venus faire une restitution auprès de nos députés nationaux, qui sont au nombre de 9. Nous leur avons expliqué la démarche et ils étaient d'accord. Nous avons signé une déclaration que j'ai lue d'ailleurs moi-même. Il n'a pas été question d'argent, il n'a pas été question de 15 000 comme l'a dit l'honorable Nemalemba ou même 50 000 comme il a eu à le dire ensuite. Donc, je peux vous garantir qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons pas connu cette histoire d'argent contre l'adhésion au sein de cette vision du chef de l'État. Voilà, nous allons passer à autre chose. Papa Alain, la parole est à vous. Vous avez une question? Nous allons bien sûr essayer d'appuyer l'accélérateur concernant l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous avons vu la rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse. Bon, ce n'était pas la jeunesse de l'Union sacrée, c'était toute jeunesse confondue. Et nous avons vu les vidéos circuler, notamment ce brillant jeune Israël Moui qui a dénoncé la corruption de plusieurs ministres, aussi le clientélisme dans les nominations faites par le chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que toutes les nominations qui ont été faites ont respecté les règles en la matière ou effectivement il y a à redire dans ces nominations? D'abord, il faut savoir que j'étais moi-même dans la salle et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de ce jeune homme parce qu'il y a une réalité, c'est que notre pays, principalement en ce qui concerne les matières premières, a énormément de contrats avec certaines sociétés qui sont des majors sur le plan de l'exploitation des mines de cobalt, de cuivre et ainsi de suite, et que la plupart d'entre elles utilisent des sociétés étrangères pour la sous-traitance dans un certain nombre de cas. Et que les différentes lois qui ont suivi ont permis à ce qu'on puisse rentrer vers le fait que la sous-traitance devait être une panacée exclusive pour des Congolais. Maintenant, la question de la corruption, je commencerai par vous dire que les nominations faites par le chef de l'État ne sont pas du tout sujettes à des cas de clientélisme, mais par contre, la question de la corruption, elle est endémique dans notre pays, elle est structurelle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui. La corruption dans notre pays est séculaire. Depuis le maréchal Mobutu, en passant par Mouzé et même sous Joseph Kabila, le plus grand problème a été celui de la corruption. Vous savez, lorsque le conseiller spécial de Joseph Kabila, à l'époque de Joseph Kabila en matière de lutte contre la corruption, le professeur Luzo Lobambi, avait dit que le Congo perdait chaque année 20 milliards de dollars en termes de coulage, c'est justement parce que la corruption, elle était énorme. Et je vais vous donner un autre exemple. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir et qu'il décide de combattre la corruption, il réactive l'inspection générale des finances qui dépend de la présidence de la République. Qu'est-ce que l'inspection générale des finances a découvert? Il a découvert que les exonérations fantaisistes qui étaient données à certains Libanais, à certains Indiens pour qu'ils puissent importer et concurrencer ici des Congolais qui se battaient de manière loyale sur le plan de l'économie, était de l'ordre à faire perdre à l'État près de 5 milliards de dollars chaque année. Et ce robinet a été fermé. C'est parmi les raisons qui font qu'aujourd'hui, le budget de l'État est passé de 5 milliards seulement à 14,6. Donc, c'est pour vous dire que la corruption, elle est énorme. Elle a fait énormément d'années. Mais comme vous le savez, vous êtes dans des pays développés, vous savez que l'état de lutte contre la corruption que vos pays connaissent, les pays où vous habitez aujourd'hui, connaissent, c'est cet état d'avancement, c'est le résultat de plusieurs années de lutte contre ce fléau. Et cette lutte, elle est d'abord de manière systématiquement combattue par la justice, elle est systématiquement combattue par les éléments ou les instruments qui sont à disposition pour
contraindre les voleurs à ne plus le faire et à contrôler aussi les flux des mouvements d'argent qui rentrent ou qui sortent du trésor public, mais aussi avec l'éducation des populations, avec une certaine manière de prêcher la lutte contre la corruption pour que les générations futures puissent éviter ce fléau. Mais il est vrai que la corruption, elle est endémique dans notre pays. Et elle est beaucoup plus grave que vous ne pouvez imaginer. Et c'est le résultat de plusieurs années. Ce n'est pas en 3 ans, ce n'est pas en 4 ans qu'on peut l'élaguer, mais c'est plutôt le fait de mettre des jalons, comme ça a été fait maintenant, qui va permettre à ce que demain, nous puissions avoir des résultats probants. Mais justement, il n'y a pas que la corruption. Je l'ai dit tout à l'heure, concernant les nominations, on voit qu'il y a du clientélisme parce que vous voyez beaucoup plus des banayas. Parce que je pense que ça se fait par quota au sein de l'Union sacrée. Vous allez voir tel nommé à ce poste-là est enfant d'un ministre, enfant d'un cadre de l'Union sacrée. À part le clientélisme, il y a le tribalisme. Parce qu'on se rend compte que à chaque fois qu'il y a ordonnance présidentielle, à chaque fois, je dis bien, qu'il y a ordonnance présidentielle, lorsque vous regardez le pourcentage de ceux qui sont nommés, il y a beaucoup plus de Kassaïens. Ça, c'est un fait. Ce ne sont même pas de rumeurs, M. Thierry Mossene. D'abord, pour commencer, cette histoire de Banaya, moi, je n'aime pas trop croire en ça parce que, je vous donne un exemple. Lorsque vous avez un comité de gestion qui reprend 12 personnes et que parmi ces 12 personnes, il y a un qui s'appelle Monsenepo Junior, mais bon sang, c'est un Congolais. Ce qui aurait été mal, c'est s'il y a dans les 12 que les enfants de Thierry Monsenepo. Mais c'est un Congolais qui mérite. Finalement, comment est-ce qu'on va... Donc, les gens qui évoluent ou qui sont membres de nos familles sont moins Congolais que ceux qui ne le sont pas. Si ces gens sont méritants, si ces gens travaillent et militent au sein de ces partis politiques-là, ce n'est pas interdit à ce qu'ils puissent avoir des postes de gestion pour démontrer de quoi ils sont capables. Dans les pays où vous habitez, on a vu comment est-ce que la famille Kennedy a eu à travailler aux États-Unis sur un long terme, avec plusieurs générations en poche. On a vu comment est-ce que Nicolas Sarkozy a tout fait pour mettre ses enfants à la défense. On a vu comment est-ce que les Bush se sont succédés à la tête des États-Unis. Moi, je pense que cette histoire de Banaya, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou de 2 enfants qui ont réellement des capacités, on ne va pas leur interdire parce que leurs parents ont des responsabilités dans le pays. C'est injuste. Parce que lorsque les lois du pays donnent les critériums pour le choix des animateurs des institutions, ça n'interdit pas à ce qu'une personne qui soit de la filiation de tel ou de tel autre puisse être écartée. C'est injuste. Deuxièmement, en ce qui concerne le tribalisme, je pense qu'Alain, tu vas dans le sens même de ce que le président de la République a dit aujourd'hui aux jeunes, que le plus grand fléau que nous avons, ensuite de la corruption, c'est le tribalisme. Parce que même aujourd'hui, lorsque vous avez la division provinciale qu'on a avec 26 provinces, vous allez vous rendre compte que même moi-même qui suis du Maïndombe, vous allez vous rendre compte que dans le Maïndombe, on te dit non, non, celui-là, il est du territoire de Inongo, toi, tu es de Koutou, tu ne peux pas t'entendre avec lui. Et tu vas trouver la même chose. Dans le Katanga, la même chose. Nous sommes foncièrement tribalistes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas suffisamment développé un élan national. Et je suis de ceux qui pensent que dans les prochaines cartes que nous allons établir dans ce pays, nous devons élaguer la question de territoire d'origine, secteur d'origine, groupement d'origine, parce que c'est des identités qui appuient le tribalisme. Et ce repli identitaire n'est pas d'ordre à aider le pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer ce mal. Mais je pense qu'il faudrait que ce ne soit pas seulement une question de l'union sacrée, mais que ce soit un réveil national, que sur le plan national, on se dise que nous ne pouvons plus nous dire « Oh, on est abandonné ». Je peux vous dire, en dehors même de la politique, il y a des jeunes gens qui m'approchent, qui sont à l'université, s'il vous plaît, mais qui me disent « Vieux Ebike, ba vieux ba province, moussou ba sungra ba petit na bango, biso ba vieux na biso, il y a telle province, boki parabisote ». Donc déjà à ce niveau-là, où on est en train de préparer la crème du pays, on est en train de vivre ce genre de séparatisme.
il faut que nous tous, nous puissions, surtout les journalistes, nous puissions commencer à combattre ce fléau, la corruption d'abord, et ensuite le tribalisme. À vous entendre parler, vous donnez l'impression comme si le président était un saint, il ne commet pas des erreurs, parce qu'aujourd'hui même, ce jeune homme-là, Israël Mbouyi, a parlé de la nomination d'un stagiaire à la tête d'un organisme de l'État. Donc, pour vous, donc, le président ne commet pas d'erreur. Même ceux qui soumettent les noms pour les nominations au chef de l'État ne glissent pas des noms des gens qui ne sont pas méritants. Monsieur Alain, Monsieur Alain, même le vicaire du Fils de Dieu qui s'appelle le pape commet des erreurs. Donc, je ne peux pas dire que le chef de l'État n'ait pas à commettre des erreurs. Mais par contre, ce que je dis, c'est que il faut faire un distinguo entre ce qui est dit dans le show, dans la salle, et la réalité. Vous savez, on a au Congo la facilité de caricaturer les choses. Puisque moi, je peux vous dire que j'ai participé à la confection de plusieurs dossiers pour les introduire, pour les nominations et ainsi de suite. Je peux vous dire que c'est rigoureux parce que la plupart des postes qui sont ainsi occupés proviennent de ce qui est disponible. Je vais vous donner un exemple concret. Vous pouvez avoir la CADECO, qui est la caisse d'épargne de l'État, où on a besoin de 11 administrateurs. On va demander à la CCI de donner un administrateur, mais on va vous dire que cet administrateur-là doit avoir tel profil, telle expérience, tel niveau d'études et ainsi de suite. Et vous regardez dans votre JBCR, dans votre base de données, si vous avez un tel individu, vous le produisez. Encore que lorsque vous le produisez, ce dossier va monter au niveau des services de sécurité, qui non seulement, et d'intelligence, qui non seulement vont étudier le dossier de la personne, mais aussi contre-vérifier les informations qui sont sur ce CV. Donc ne pensez pas que c'est des ramassis des gens que l'on vient nommer chaque jour comme ça, et ce n'est pas puisqu'un individu dit dans le show du Palais du Peuple que vous avez nommé un stagiaire que cela est vrai. Alors il faut éviter de tomber dans ces sensations-là. Je peux vous dire que la personne qui a été nommée et qui gère aujourd'hui les questions de sous-traitance n'est pas du tout un stagiaire, c'est une personne qui maîtrise la chose. Il y a une différence lorsque quelqu'un prend la parole dans le sens de se vendre lui-même, parce qu'à la fin, le monsieur a conclu par dire « moi-même, je suis là, je peux aider le pays à créer des millionnaires rapidement. » Alors comprenez que ce soit normal qu'ils disent que celui qui est là est un stagiaire. Alors, si vous tombez dans ce piège-là, vous caricaturez et ce n'est pas intéressant. Je ne sais pas dans le même chapitre s'il y a d'autres questions de la part de... Oui, moi j'ai une question concernant justement le tribalisme, Monsieur Mosenepo. On sent ici qu'on a affaire au fils de Mende, hein, fils idéologique, je veux dire. On le sent en tout cas. Parce qu'on parle du tribalisme, je ne sais pas. Comment vous expliquez le fait que le président, aujourd'hui encore, il a rappelé, hein, il a essayé de conscientiser les gens à aller contre, enfin, dans le sens contraire au tribalisme et tout ça. Mais d'autre part, quand on regarde les nominations et tout ça, la gestion même de son régime, c'est une chose et son contraire. Pourquoi je dis ça? Quand on regarde les postes clés de la République aujourd'hui, on verra que c'est un espace linguistique. Je ne veux pas aller dans le sens de province, hein, parce que bon, il y a aujourd'hui des provinciaux et tout ça. Je parle moins des zones linguistiques. Quand on regarde les portes clés, on a le ministère de budget, finances, la Banque centrale, la Cour constitutionnelle, le président, enfin la présidence de la CENI, j'allais dire le président de la CENI. Quand on regarde les postes clés de la République aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. En tout cas, c'est un seul espace linguistique qui caracole. Et quand on voit ça, d'autre part, on a le président qui nous appelle à une forme de cohésion nationale, le président qui est en train de nous exhorter à aller contre le tribalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde même les récentes nominations, on a en tout cas des ressortissants d'un coin bien précis qui domine. Je vais donner même l'exemple du Katanga parce que vous suivez l'information comme moi, il y a même eu des ressentiments là-bas. Il y a des ressortissants d'autres provinces qui sont nommés pendant que l'inverse n'est pas possible. Et dans ce climat-là, on nous parle d'une certaine forme d'anti-tribalisme. Qu'est-ce que ça veut dire très exactement? Madame, je pense qu'il faudrait essayer de questionner
le fonctionnement de l'État pour comprendre s'il y a tribalisme ou pas sur base de ce que vous dites. Parce que, quelles sont les institutions de la République? Nous avons d'abord les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui est chapeauté par le chef de l'État lui-même, et le chef du gouvernement, qui est le Premier ministre. Le chef de l'État est de l'espace Kasaï. Oui. Le Premier ministre est du Grand Katanga. Oui. Allons au pouvoir judiciaire. Nous avons le président du Conseil supérieur de la magistrature qui chapeaute la Cour constitutionnelle qui est du Kasaï. Le pouvoir législatif. Nous avons les deux chambres où il y a le président du Sénat qui est de l'Est et le président de l'Assemblée qui est de l'Ouest. À ce niveau-là, où est le tribalisme? À ce niveau-là, ça va. Deuxièmement, allons maintenant aux institutions d'appui à la démocratie. Nous avons la CENI, où le président est du Grand Kasaï. Nous avons le CESAC, où le président qui vient d'être nommé, celui qui était avant lui était de l'espace du Congo central, et l'actuel est du Grand Équateur. Nous avons l'Observatoire des droits de l'homme, dont le responsable est de l'Est de la RDC, dans l'espace swahiliphone. À ce niveau-là, où se trouve le tribalisme? Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Allons dans le gouvernement, prenons le gouvernement parce que vous voulez qu'on y aille, allons-y. Il n'y a pas de problème, allons dans le gouvernement. Si vous voulez que je vous cite tous les 66 membres, ça sera compliqué, nous ne ferions que ça ce soir. Mais je peux vous dire que si nous prenons les têtes d'affiche du gouvernement, nous avons les VPM, nous avons notre VPM en charge de l'environnement, Madame Bazaïba, qui vient de la province orientale. Nous avons le VPM de l'intérieur, qui est du Sankourou. Nous avons le VPM des affaires étrangères, qui vient du Sankourou. Nous avons le MINETA en charge des ITPR, qui est de l'Est, il est de Bukavu. Nous avons également, je crois que les ministres, les VPM et les MINETA sont finis, je crois. Donc, même à ce niveau-là, il n'y a pas de tribalisme. De quoi est-ce qu'on parle? Et quand on descend, pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter à ce niveau-là? Descendant, non, madame, prenons même les récentes nominations des bourgmestres qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Le plus grand problème avec les nominations des bourgmestres, c'est que je vais vous dire, la tendance générale, ce n'est pas une question de dire qu'il s'agit d'un tribalisme. Les gens disent, on choisit les néophytes, on choisit des jeunes qui n'ont pas d'expérience et ainsi de suite. Je n'ai pas entendu. Et on choisit aussi des gens qui viennent d'un certain coin de la République. On leur fait la part belle, hein? Pas du tout. À ce que je sache, en tout cas, sur les 24 communes de Kin, la plupart, en tout cas la majorité qui ont été promues, proviennent d'un espace, c'est de l'ancienne province de Léopoldville, c'est-à-dire le Grand Bandundu et le Congo central. Ah ben bien sûr. Ah oui. On va peut-être vous faire revenir liste à l'appui, comme ça on va... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut même dire, même lorsqu'on voit la charpente aujourd'hui de l'organisation des élections, vous avez le ministre des Finances qui est du Kasaï, vous avez le président de la CENI qui est du Kasaï, vous avez le président de la Cour constitutionnelle qui est du Kasaï, vous avez le ministre de la Justice, la ministre de la Justice qui est du Kasaï. On peut vous citer autant de gens qui sont dans cette charpente-là, qui doivent normalement nous amener aux élections, qui sont du Kasaï. Ça, c'est connu. Mais moi, je ne vois pas pourquoi vous appelez ça charpente, parce que la CENI, elle est indépendante. La CENI, elle est indépendante. Ça, il faut déjà noter cela. Maintenant, les autres interviennent à quel niveau? Le ministre des Finances intervient parce qu'il doit allouer de l'argent pour les séquençages des élections. Vous êtes d'accord avec nous que quand c'est un match à Moumenou, ça facilite les choses, n'est-ce pas? Pas du tout. Ah oui? Ça ne facilite pas du tout les choses parce que je peux vous dire qu'il y a exactement 6 mois, le ministre des Finances et le président de la CENI se sont pris bec sur une question simple, la question des allocations pour les frais d'installation et les frais d'achat de véhicules pour les membres du bureau de la CENI et de la plénière. Ça n'a rien à voir avec le Machiamou, mais nous, ça c'est de 1. De 2, madame. Moi, je pense, ça c'est mon point de vue, je pense que lorsqu'il y a des Congolais qui doivent travailler, nous devons à chaque fois éviter de dire « Ah, il s'agit de Machiamou Menou, ah, il s'agit de mon frère du Bandundu ».
Lorsqu'il y a la compétence, il y a la compétence. Oh, mais pas seulement dans un coin. Non. Donc, je peux vous dire que ce que M. Alain Kyouk a dit ne tient pas debout parce que la charpente des élections, c'est le bureau de la CENI. Mais le bureau de la CENI ne fonctionne pas seul. Le bureau de la CENI, d'une certaine manière, travaille en partenariat avec le gouvernement, dépend de la Banque centrale d'une certaine manière. Mais quelle est l'intervention? Quel est le niveau? Quel est le niveau d'intervention? Le niveau d'intervention du gouvernement, c'est le financement et la sécurisation. Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est tout à fait par hasard qu'on se retrouve comme ça avec des ressortissants d'un même coin qui ont, selon ce que vous dites, qui ont une toute petite portion d'influence sur la CENI. C'est tout à fait par hasard, hein, c'est ça? Je vais vous expliquer, je vais confirmer ce hasard. Pourquoi? Parce que Nicolas Kazadi est nommé ministre quand? Quand Nicolas Kazadi est nommé ministre, Corneille Nangaa était encore président de la CENI. Personne ne pensait à Kadima. Personne. Sauf ceux qui étaient justement dans l'antichambre. Dans le laboratoire. Moi, je peux vous dire que c'est un autre nom qui était cité à l'époque, c'était M. Jérôme Bonso, qui est spécialiste des élections. M. Kadima est venu après. Lorsqu'on parlait de ces élections-là, on ne parlait même pas encore. Lorsque M. Nicolas Kazadi était nommé, on ne parlait même pas encore de ça. On ne parlait même pas encore de l'actuel gouverneur de la Banque centrale, qui nous a été chaudement recommandé par le FMI. Elle est venue après. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu une conspiration des Machiamou. Donc, c'est un pur hasard, n'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une mise en place du gouvernement où on a eu un ministre des Finances qui s'avère être ressortissant de Kananga. On a eu bien après les confessions religieuses, parce qu'il faut le dire, hein, le président de la CENI, ce n'est pas le choix du chef de l'État ni de l'Union sacrée. La loi dit clairement que ce sont les confessions religieuses, donc c'est-à-dire la société civile sous-composante, les confessions religieuses qui font le choix du président de la CENI. Ils sont aussi instrumentalisés. Oui, bien sûr. Doit-on revenir? Bien sûr, ces questions-là, ils sont instrumentalisés. Ronsard Malonda, l'entérinement de Ronsard Malonda et tout ça. C'est un peu, mais ils sont instrumentalisés. Qui a les preuves? Les gens ont l'habitude de dire que c'est vrai, les États-Unis ne sont jamais allés à la Lune, les conspirations sur les 2 tours des États-Unis, tout ça on connaît. Mais est-ce que vraiment on peut, entre scientifiques, commencer à spéculer à ce niveau-là, où il n'y a pas de preuves? On a vu les confessions religieuses se mettre ensemble pour choisir M. Kadima, et on va commencer à spéculer pour dire non, ils ont été instrumentalisés. Où est la preuve qu'ils ont été instrumentalisés? La preuve, c'est la corruption que vous avez parlé au début, que notre pays est tellement frappé par la corruption, donc c'est ça même la preuve. On ne peut pas accepter que cela s'est passé sans pour autant qu'il y ait une corruption. Madame, ce que vous dites, c'est comme si aujourd'hui, aux États-Unis, là où habite M. Kyuka, New York, c'est le plus grand pays, c'est le plus grand coin de l'insécurité. On va dire que dans le salon de M. Kyuka, il y a de l'insécurité. Non, mais c'est une façon simpliste de généraliser les choses. Il y a la corruption, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'on fait dans ce pays, c'est de la corruption. Mais quand les concernés parlent de corruption, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Je me rappelle de l'épisode Ronsard Malonda où le pasteur Rockman a eu à faire des déclarations. Enfin, allez, vous n'allez pas faire comme ça. C'est ça, c'est un grand sujet. Le problème avec M. Ronsard Malonda, moi j'étais même aux premières loges lorsque ce dossier était traité, c'est que les 2 chambres qui, à l'époque de la COVID, n'étaient pas réunies, n'ont pas produit un PV qui transmettait au chef de l'État le choix des confessions religieuses en la personne de Ronsard Malonda. C'est le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par Mme Mabunda, et le bureau du Sénat, dirigé par M. Tambwe, qui ont transmis ce PV-là sans pour autant s'en référer à la plénière. C'était des entorses par rapport aux lois de la République. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a eu corruption ou pas. M. Soni Kafuta est un individu par rapport aux autres qui sont une majorité dans les confessions religieuses qui ont dit « nous avons choisi Denis Kadima ». Qui sommes-nous pour aller à l'encontre de ce que les pères spirituels ont fait comme choix?
Monsieur Thierry, oui, par le Monsieur Thierry Montenegro, nous allons avancer comme Maman Pamela a dit, puisqu'on va parler de la question rwandaise. Mais juste deux petites questions, parce que si on vous ne posez pas ces questions, on sera vraiment traité, je ne sais pas de quoi, de qui. Vous avez soutenu Joseph Kabila, bec et ongle. Nous savons comment Lambert Mende soutenait bec et ongle le régime de Joseph Kabila. Puisqu'on parle des élections, Joseph Kabila est pressenti comme candidat en 2023. Nous aimerons savoir, vous qui l'avez soutenu, qu'est-ce que vous pensez de cette candidature? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez du calendrier de la CENI? Est-il un calendrier réaliste ou c'est juste un calendrier fantaisiste? D'abord, en ce qui concerne la candidature de M. Kabila, je pense que c'est un adulte. Il est lui-même responsable du choix qu'il va faire. S'il va se représenter, c'est libre à lui, mais il sera confronté à certaines contraintes peut-être, puisque certains juristes pensent que la limitation de mandat va aussi dans le sens de verrouiller le retour à la candidature de président de la République parce qu'il est sénateur à vie. Qu'est-ce que vous pensez? Vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, ces anciens partisans, vous qui l'avez soutenu, vous, bec et ongle? Voilà, je vais vous répondre simplement. Nous, CCU, nous avons fait un congrès où, pour nous, le candidat, c'est Félix Tshisekedi. Maintenant, si pour les autres, le candidat, c'est Pape François, pour d'autres, c'est Poutine, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Alors, maintenant, vous avez posé la question en ce qui concerne... Sur le calendrier. Oui, sur le calendrier électoral. Le calendrier électoral est réaliste. Je suis étonné d'écouter certains compatriotes, surtout de l'opposition, qui hier étaient en train de dire à tout prix que notre majorité était en train de s'arranger pour qu'il n'y ait pas élection. Il fallait qu'ils accueillent avec joie la publication de ce calendrier. Parce que ce calendrier est la résultante d'un travail de ceux à qui on a confié la responsabilité technique de l'organisation des élections. Et ce calendrier ne diffère en rien du tout en ce qui concerne les délais compressibles et incompressibles de toutes les élections qu'on a eues dans ce pays en 2006, en 2011 et en 2018, avec les mêmes séquençages et les mêmes timings. Maintenant, l'irréalisme dont ils font allusion vient d'où? S'ils font allusion, bien entendu, aux contraintes qui ont été citées par le président de la CENI, notamment les contraintes financières, je peux leur dire de rester tranquille parce que le gouvernement s'est engagé à tout faire pour que l'argent soit disponibilisé pour la CENI. Et déjà, je vous informe que malgré la Covid, malgré la guerre en Ukraine, malgré l'agression que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'est de notre pays, le gouvernement a déjà alloué 400 millions de dollars à la CENI. Pratiquement le double de ce qu'il faut pour organiser les élections au Congo-Brazzaville ici. En ce qui concerne les contraintes logistiques, je pense que les dispositions financières que l'État est en train de mettre pour la CENI vont permettre d'escamoter les difficultés logistiques. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de routes qui sont en train d'être réalisées, qui pour la plupart vont être livrées au gouvernement dans les prochains 11 mois, vont permettre une interconnexion entre les différents chefs-lieux et ça va faciliter la tâche pour que les kits électoraux puissent rapidement arriver au niveau de nos provinces. Maintenant, la plus mauvaise contrainte, qui est difficilement escamotable, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi de nos hommes politiques, qui pour la plupart sont habitués au conciliabule, qui ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils espèrent qu'il y ait un dialogue pour un partage de postes, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un discours à pondre à nos populations. Ils savent qu'aujourd'hui, pour essayer de mieux se préparer, il faut rentrer dans le mangeoire. Voilà la difficulté que notre pays a toujours eue. Mais pour nous, nous sommes convaincus que ce calendrier, si à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, ils assurent ce qu'il faut, c'est-à-dire parce que le gouvernement a deux responsabilités. La première, c'est le financement du processus. Et je viens de vous dire que la bonne volonté politique est là. Il y a la sécurisation du pays et du processus. Aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes d'insécurité dans le Mai-Ndombe à Kwamut et dans le Kwilu à Bagata notamment. Et aussi la question de
tout ce qu'il y a comme arsenal juridique dont la CENI a besoin, dont la loi sur la répartition des sièges. Et là, c'est la responsabilité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Si tout le monde met la main à la pâte, je pense que la CENI va organiser les élections sans problème. Et au 20 décembre, nous allons assister à une joute électorale tout à fait normale. Moi, pas me chasse grâce. Voilà, merci de m'avoir accordé la parole. Avant de poser ma question sur l'agression de l'Est du Congo, il y a un commentaire de M. Eddy Kabey-Schotz pour M. Thierry. Il dit ceci: la République se fragilise et un homme politique se doit être très objectif et très honnête. Les arguments ne changent pas une vérité et tout ce que vous dites aujourd'hui peut se retourner contre vous demain. Selon lui, il pense que vous avez vraiment clarté dans les Congolais. Les Congolais veulent vraiment Koyoka vérité. Nous allons avancer, nous allons parler de l'agression rwandaise. Nous avons suivi tous le discours de la première dame ici à Londres. Elle a ouvertement accusé le Rwanda. Quelle est la cause de l'agression rwandaise? Si vous pouvez juste nous parler de ça en quelques mots. Madame, je commencerai d'abord par dire à votre auditeur que la République ne se fragilise pas. La République est en train de se relever, elle est en train de se reconstruire. Une République comme la RDC a été fragilisée depuis longtemps. Nous sommes le seul pays au monde où il n'y avait plus eu de structuration de l'école. C'est-à-dire que nous avions 5 millions d'enfants qui étaient mis de côté dans la scolarité parce que leurs parents n'avaient pas les moyens, par absence d'un système qui garantissait la gratuité de l'enseignement primaire. Deuxièmement, aujourd'hui, ce pays est en train de se reconstruire dans le sens d'établir la régulation dans certains secteurs de vie. Ça n'existait plus. J'ai l'impression que les Congolais oublient ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays. Avec la zaïrianisation, avec les pillages, avec les guerres, ce pays était déstructuré. Ce n'est pas en 20 ans, ce n'est pas en 25 ans que l'on peut remettre sur pied tout ce que nous avons eu à détruire. Donc, il ne faut pas être aussi pessimiste que ça pour dire que la République se fragilise, mais au contraire, la République est en train de se relever. Maintenant, madame, en ce qui concerne l'agression rwandaise, il faut savoir qu'il y a deux éléments. Le premier élément, ce sont les causes exogènes. La principale cause exogène, c'est l'accaparement des richesses de la RDC par le Rwanda notamment. Puisque vous ne pouvez pas comprendre qu'un pays comme le Rwanda, qui n'a aucune mine d'or, ait exporté vers les Émirats arabes unis entre 2021 et 2022 à peu près 2500 tonnes d'or. Cela provient de la RDC. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un pays qui ne produit pas le coltan puisse en exporter et devenir le premier exportateur de coltan dans le monde. Cela signifie que la guerre que nous sommes en train de subir, elle est d'abord une guerre de prédation des richesses de la RDC. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que depuis 1960, connaissant les richesses que le Congo a, la plupart de grandes puissances ont juré sur le fait qu'il n'y ait pas une Chine au Congo, en Afrique. Parce que développer le Congo, c'est développer l'Afrique. Alors à chaque fois que ce pays a toujours voulu se relever, il y a toujours eu des mouvements de déstabilisation qui viennent de l'extérieur. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un pays comme la RDC, au moment où nous sommes en train de nous battre contre une agression, que le président Kagame soit reçu au G20 avec autant d'honneur, que le Congo soit encore en train de vouloir notifier les armes qu'il doit acheter, ou soit que ceux auprès de qui il achète puissent notifier aux Nations Unies. Cela ne s'explique pas. Que l'on ait été pendant si longtemps sous embargo, cela ne s'explique pas non plus. Ça signifie qu'aujourd'hui, ces deux éléments sont en train de nous déstructurer. Maintenant, le troisième élément, pour finir, c'est la complicité interne. Il y a certains de nos compatriotes qui
ont monté des milices et des groupes armés qui leur permettent aussi d'exploiter illégalement les minerais de notre pays et les sortir vers l'Ouganda, les sortir vers le Rwanda, vers le Burundi et aller les vendre principalement aux Émirats arabes unis. Et ces compatriotes, il y a un travail qui est en train d'être fait pour les identifier et mettre la main dessus. Voilà en gros ce qu'on peut dire à ce niveau d'abord. Voilà, vous avez parlé, pour votre premier cause, c'était d'abord nos richesses. Donc, nous sommes victimes de nos richesses. Pensez-vous que le fait que le président Félix a fait adhérer notre pays, la République démocratique du Congo, dans le East African Community, ça sera une solution durable pour retrouver la paix à l'Est du Congo? Oui, madame, je suis convaincu que ce sera une solution durable. Pourquoi? Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est que notre armée est la résultante de plusieurs brassages et mixages. Ce qui veut dire que la chaîne de commandement a été dénaturée. Vous avez un rebelle qui n'a pas été breveté d'état-major militaire, ni breveté d'administration militaire, qui se retrouve du jour au lendemain général parce qu'il a participé à une rébellion et les accords ont permis à ce qu'il puisse devenir général de corps d'armée. Un tel monsieur, face à une situation de guerre, il détale ou il trahit le pays, aussi simple que ça. En l'absence d'une armée, et vous allez être d'accord avec moi qu'on ne peut pas construire une armée en 5 ans, en 10 ans, il faut du temps. Mobutu, pour qu'il ait l'armée qu'il a eu à voir, lorsque les commandos zaïrois étaient la terreur de l'Afrique, ils ont même participé à des opérations de maintien de paix, notamment au Tchad, aux côtés du président Hissène Habré, contre la Libye. Il a eu à construire cette armée pendant 15 ans pratiquement. Félix Tshisekedi n'a que 4 ans de pouvoir. Avant lui, il y a eu le président Joseph Kabila, qui a eu à connaître ces problèmes de brassage et de mixage. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu les accords de CNDP, Bosco Ntaganda, qui aujourd'hui est en train d'être jugé à la CPI comme un sujet rwandais, en Kinyarwanda, était présenté comme un officier de l'armée congolaise. Kunda Batouare est même mort. Monsieur, excusez-moi de vous avoir interrompu, parce que vous parlez de ce brassage de notre armée. C'était Monsieur Félix Tshisekedi en 2019 à Luanda. Il avait bien déclaré que j'ai trouvé l'armée organisée et bien équipée. Qu'on en a désorganisé armée wana. Nanya désorganisé armée wana. Est-ce que le président de la République peut aller dans un pays et dire que j'ai trouvé une armée par terre qui ne ressemble à rien? Il a pourtant fait quand il parlait. Mais il a pourtant fait. Nous avons sur les enseignants il n'y a pas longtemps, c'était pas au Congo. Hein? Exactement. Non. Là, pour la question des enseignants, oui. Madame, parce que je ne veux rien laisser passer, pour la question des enseignants, le contexte dans lequel a parlé le président a été dénaturé. Le président a parlé de nos enseignants qui n'ont pas suffisamment de formation de niveau sur la question climatique. Parce que, rappelez-vous, il était parti à une conférence sur la gestion de nos forêts. Il a dit que nos enseignants n'avaient pas suffisamment, et ça c'est le cas de la plupart des systèmes d'enseignement en Afrique, on n'a pas suffisamment intégré la donne de l'environnement. Je suis d'accord avec vous, M. Mosenepo, mais oui. Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous pensez... Il ne faut pas lier les choses. Je suis d'accord avec vous, M. Mosenepo, même si c'était dans un contexte bien précis. Est-ce que vous estimez que c'est tout à fait normal qu'un président de la République parle de la sorte de ses propres enseignants, même s'ils n'ont pas le niveau requis? Devait-il le dire de la sorte? Parce que si on fait une forme de comparaison, on ne va pas non plus dire que notre armée, c'est la meilleure du monde ou c'est la meilleure en Afrique. Il y a aussi certaines lacunes dans certains domaines. Il pouvait aussi en faire mention quand il était en Angola. Donc, vous trouvez normal qu'un président de la République parle ainsi, jette en pâture ses propres enseignants, même si c'est vrai qu'ils ont certaines lacunes dans certains domaines? Mais madame, je reviens dans le contexte. Le président le disait devant qui? Il le disait devant les Congolais, la diaspora congolaise en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui. Donc, c'était donc approprié. Lorsqu'on parle entre nous, ce n'est pas interdit que l'on puisse se dire des vérités. Ce n'était pas entre nous parce qu'il y avait des caméras, il y a eu des vidéos qui ont circulé. Qu'il y ait des caméras ou pas, le président a parlé de la question du climat. Parce que lorsque vous prenez maintenant l'entièreté de ses propos, ensuite il a dit qu'il faut que l'on intègre dans nos programmes les questions liées au climat et aux protections de l'environnement. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, madame, en ce qui concerne la guerre,
Vous savez que le président Poutine, qui aujourd'hui est à la tête de la deuxième puissance militaire du monde, est-ce qu'il pensait qu'il allait être battu par cette petite Ukraine-là? Il n'est pas battu. C'est pour... Madame, s'il vous plaît, lui, il pensait faire une guerre éclair. Hein? Ça, je vous le dis. Hein? Mais il n'est pas battu quand même. Hein? Dire qu'il est battu, mais il est sorti de Kherson comment? Non, il est battu parce qu'il est sorti de Kherson, sans affrontement. Mais la guerre n'est pas encore finie. La guerre n'est pas finie, il a perdu une bataille. Lorsque vous voyez une armée... Poutine avait ses objectifs. C'était de défendre cette partie de l'Ukraine, là où il y avait de Russes. Mais madame, Kherson, c'est quelle partie? Parce que Kherson a été intégré par référendum à la Russie. Mais il a lâché pourquoi? C'est pour vous dire qu'une armée, vous pouvez bien dire que cette armée, elle est structurée, elle est bonne, mais lorsqu'il y a la guerre, c'est différent. Vous vous retrouvez dans une autre réalité. Je vous parle des États-Unis, madame. S'il vous plaît, madame, je vous parle des États-Unis. Les États-Unis ont fait 20 ans en Afghanistan. C'est la première puissance mondiale. Ils étaient allés pourquoi? Pour tuer Ben Laden, certes, mais aussi pour chasser les talibans. Mais qui est-ce qu'ils ont laissé 20 ans? Aussi leur pétrole. Qui est-ce qu'ils ont laissé 20 ans après en Afghanistan? Les talibans. C'est pour vous dire que la donne de la guerre, elle est différente. Lorsqu'on est en face de la guerre, dans le théâtre des opérations, on se rend compte que notre armée a des failles et qu'il faut la faire appuyer par les pays. Par nos ennemis, par nos pilleurs. Non, il n'y a aucun... Ces années. Mais madame, lorsqu'aujourd'hui, le meilleur allié de l'Europe, c'est l'Allemagne, vous ne pensiez pas que cela arriverait aujourd'hui alors qu'en 14, ils se sont battus, en 45, ils se sont battus? Le monde évolue. Le monde, il évolue. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, l'adhésion que nous avons fait dans l'East Afrique a deux avantages. Premier avantage, c'est l'avantage économique. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller faire inscrire nos sociétés dans ces pays, autant que ces sociétés peuvent aussi venir dans nos pays et permettre des libres-échanges et élaguer la double taxation entre nos populations. C'est un atout important. Deuxièmement, nos enfants qui sont formés dans ces pays, notamment au Kenya, ont aujourd'hui un traitement différent de ce qu'ils payaient avant en termes de frais, parce qu'ils sont considérés comme des enfants kenyans. Et c'est un avantage pour nous que nos enfants aillent être formés dans ces universités qui sont meilleures que les nôtres aujourd'hui, en ce qui concerne certains, tels que l'université américaine qui se trouve à Nairobi. Sur le plan militaire, aujourd'hui, vous êtes mieux informés que nous, puisque vous êtes en Occident, que la RDC est en train de se faire balloter par la communauté internationale. Madame, est-ce que vous savez que nous avons eu récemment des sérieux problèmes en termes de munitions parce que un armement auprès de qui nous avions confié nos matériels militaires pour revenir à Kinshasa a refusé de transporter parce que nous étions sous le régime de notification du groupe d'experts des Nations Unies. Maintenant, le temps que nous on fait la paperasse, est-ce que le rebelle là-bas est en train d'attendre ça? D'où l'importance d'avoir des amis qui vous appuient, qui vous aident. La République démocratique du Congo ici a aidé la Centrafrique. Si aujourd'hui la Séléka a quitté Bambari, c'est grâce aux troupes de la RDC. Et ces amis-là, c'est le Rwanda. Est-ce que nous sommes restés là-bas? Non, la RDC a refusé. Rwanda, Burundi, la RDC a refusé que le Rwanda envoie des troupes chez nous. On a refusé. On a refusé. Les autres n'ont pas. Monsieur Mosenepo, je vous ai entendu dire que la République était en train de se reconstruire, de se refaire. Je vous ai entendu dire ça. Vous avez parlé de la gratuité, qui est un vieux projet qui existait déjà. Mais je vais avancer. Moi, je veux plus parler de l'armée. Vous étiez au FCC. Moi, je me rappelle que je vous suivais beaucoup dans différents débats, différentes émissions. Je vous appréciais beaucoup d'ailleurs. Vous nous aviez dit, à juste titre d'ailleurs, que Joseph Kabila avait fait un énorme travail, celui de restructurer l'armée et la laisser parmi les meilleures armées africaines. Aujourd'hui, nous avons quand même perdu certaines places. Je pense qu'on a perdu 2 places. On a perdu et on se retrouve avec le 1-23 ressuscité qui est rené pratiquement de ses cendres parce que vous vous rappelez, vous étiez parmi l'un des communicants du FCC. Le 1-23 a été vaincu par cette armée qui aujourd'hui est visiblement faible. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec ça, la République est en train de
d'avancer ou plutôt elle est en train de régresser? Je vais finir par les propos ce que vous appelez des amis. Ils disent que la force régionale va rester en RDC, va rester sur notre territoire jusqu'à ce que la RDC ait une armée et une police capables de sécuriser. Est-ce que vous ne trouvez pas, M. Moussene, pour que ce sont des propos injurieux? Est-ce que vous avez montré que, premièrement, vous avez par rapport à la place Joseph Kabila Kibiso, deuxièmement, vous avez qui s'abisso Sony, qu'on vient nous dire aujourd'hui que force on est écotique jusqu'à ce que Armée Nabiso sous Tshisekedi est incapable. Il y a qu'à sécuriser le territoire Nabiso. C'est ce que vous êtes en train de dire. Question répondre comme le Mombiste, pardon, répondre comme ton union sacrée. Merci pour la précision, maman Papchal. Yaliboso, je vais vous dire que le M23 n'est pas une nouvelle naissance. Ce n'est pas le M23 qui aujourd'hui est en train d'occuper Bunagana, c'est le Rwanda. Moi, personnellement, avant-hier, je suis allé à Akaj, chez M. Kapiamba, pour déposer des preuves parce que M. Kapiamba est en train de constituer un dossier pour se rendre au niveau du Bureau des Nations Unies des droits de l'homme et de la Cour pénale internationale avec l'appui ou la notification du ministre du gouvernement congolais pour maintenant orienter des dossiers individuels sur tous ceux qui sont en train de faire des violations des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que j'ai emmené à M. Kapiamba? La société civile du groupement Mbinza dans le territoire de Rutshuru m'a envoyé des documents lorsque l'armée a chassé les rebelles de ce groupement-là. Ils m'ont envoyé des documents où vous voyez des militaires rwandais qui envoient des mandats à leurs femmes à Kigali pour leur récupérer leurs soldes. Et c'est une vingtaine de papiers que cette société civile m'a envoyé avec les noms, les numéros de matricule de ces soldats. Donc il ne faut pas... Le M23, c'est un mythe. En réalité, nous sommes en train de nous battre contre le Rwanda. Maintenant, lorsque vous dites que le pays est en train de régresser parce que Armée Nabisazo Kokako défend Mbokate, maman, je peux vous dire que ce qui est Armée Nabisazo Makasité, Belego Messe Koyakala. Parce qu'au moment où Mboka Nabino, soldat Nabino, Bundana, AK-47, M23 ans n'a missile sol-air, M23 ans n'a drone militaire. MONUSCO Yemoko, où ils allaient armée, il y a mission, il y a Nations Unies. Secrétaire général Nangwa Zoloba, M23 ans n'a bibundeli à l'équipe où tu n'as biso MONUSCO, tu éviter le konini, tokosala. Mais votre pays était sous embargo. Mais les militaires n'ont pas empêché Koutou, les Rwandais ont pas kotati la Goma. Si on regarde la carte de la RDC, le territoire de Rutshuru, ce n'est même pas 5% de notre territoire national. C'est là où ils sont à Bunagana. C'est au coin. Alors, c'est vrai, Tori Kotikata 1 cm en Bokanabi sauté. Mais il ne faut donc, pas minimiser Armée Nabiso. De votre série, comme ce n'est même pas 5% de notre territoire, peut-être même que ça ne sert à rien de se battre pour un morceau de terre, comme disait le président. Non, très bien que tu as 1 cm. Mais dans le Sabino dit que ceux qui armés dans le Makasité, mais les 5% basi ba commis au-delà. Ndenge na 2002, bazwaka Bukavu avec Kunda Batware, ndenge na 2012, bazwaki Goma avec Sultani Makenga. Aujourd'hui, bazo kokaku tukokoma, bazo kokaku dépasser point où babengaka maman Olive té. C'est bazo dépasser parce que bozo ke na ba dialogue, tout le monde boti na mini sommet na Luanda. Diplomatie, oui. Dépasser té pour ba diplomatie de jouer wana. Boto ko la kuna ba cesser le feu, non? Exactement. Et je vais vous dire une chose. Tant yo zali papa ya ndako et que oza na possibilité monguna bima sans que masa se beta polisa se zaka na kombo mutute ba oyo ba kokufa na Bunagana ezaka ka M23 te ezapi bandeko yanga na yo ba congolais soki possibilité zali ete banguna wana ba bima na mboka na biso sans que mbuma e beta po bandeko na biso ba kufa problème eza wapi yango moni mokonzi ya mboka ake na Luanda pour na ko faire entendre raison
Voyage, il y a Luanda ezalaki pour deux raisons. Il y a les boss ezalaki pona kolakisa lokuta ya communauté internationale. Oyo bazo continuer ko douter que Rwanda nde azali ko agresser mboka na biso. Est-ce que dans Luanda bomona qui M23 yaki? C'est le Rwanda qui était là. L'ancien partenaire privilégié. Votre ancien partenaire privilégié. Le frère même du président. Votre machin Moumenou. Mais oui, madame. Mais madame, et là, vous avez dit, les lotos banda ko condamné Jésus. Oh Jésus, pourquoi yo zwaki Yuda na ba apostolo na yo? Tu condamné ne Yuda pour trahir Jésus. Mais oui. Mais oui. Aux yeux, Simbi, papa. Simbi, parce que Yesu ayebaka déjà, c'est vrai, Zanzamba koka koyeba Yuda, mais biso toyeba ki déjà ke muto yo na biso et Simba kate. Mais to bengi frère. Partenaire privilégié. Et puis, le frère aujourd'hui, vous avez suivi le discours du frère aujourd'hui, monsieur Thierry Mosenepo. Eza, na kozonge lango, eza première fois na mokili na mona, baza kotika moto yo a trahir, baza ko simba ete, mais baza condamner moto yo a pesa ki confiance. Non, baza condamner moto yo, avant la répondre à bino na zonga nano, ne loko, Maman lobaki pona likambo ba force régionale o balobi ba kotika na mboka na biso ti susuka ya molongo. Ngai moko na condamné. Papa balobi te ti suka ya molongo. Jusqu'à ce que nous soyons capables de sécuriser tout le monde. Ça dit bazu thèse ya babanyamulenge wana toujours pour sécuriser bango te. Na condamnaki makasi avec la plus grande énergie ba propos irresponsables ya président ya Burundi. Parce que biso eloko ezali ko conduire biso ezali communiquer à ba chef d'état ya Luanda. Etikali koloba makambo ya ke koloba kuna te ke o bokotika laka ti ndeko Thierry moi motuna muke yo tangu yo membre ya Union Sacrée au condamné ba propos wana na féliciter opona yango bongo oya biso président oya biso mokambi ekolo tant bazo pratiquement ko finga armée na ye bazo informer que ba force régionale et ko vanda sur notre territoire jusqu'à ce que tous en mesure de se sécuriser ye azo le banini. C'est ça la question, papa. Maman, il faut koyeba ete chef de l'état sera commis bi répondant, il n'est plus responsable. Bon autant azo répondre maman Marie a répondre ye bongo moninga ne président répondre te. S'il vous plaît maman. Wana ezali responsabilité à mokonzi mboka to tikela ye ngonga o ya ko répondre mais biso na ba congolais to répondre dans petit point. Mais to kokipe ko lobaki jusque là lokola tata mokambi mboka nanu a répondre te to kokipe ko condamner yango n'est-ce pas? Alors ça m'a fait non. Te tozana nous na droit te biso na biso ba congolais na moment oyo to ko attaquer na nous bato libanda. Biso to attaquer bato libanda pendant que mon attaquer le président wana ya Burundi. Mais pourquoi est-ce que biso nde to ko attaquer pendant que mutu oyo aza garant ya bon fonctionnement ya nyonso papa na biso o biso to votaki o biso to pesa ki ndingisa akende ko défendre biso lui se tait. Maman, il faut koyeba que tant oza mokonzi mboka oza na plusieurs manières ya ko répondre mutu. Pas forcément na maloba, pas forcément. Toyebeli na silence toyebeli amwe réagir kakati. Na opesa bino exemple moko. À l'époque, président Kagame à l'écart Aloba na 11 ya RFI na TV5 que docteur Mukwege aza aventurier génocide ya Congo etikala jamais ko salama. Président de la République à l'écart Aloba kaka que Kagame yé moko ko retirer maloba na ye na ko répondre été. Ça n'a pas fait une semaine. A sali déclaration de la Jeune Afrique a signé pardon. Mais il avait quand même dit que donc c'est pour vous dire que un chef pe Aloba kutu na yebi ma moyen ni na ko sala pour que Kagame a retiré maloba na yo. C'est pour vous dire qu'un chef de l'État voilà, c'est pour vous dire qu'un chef de l'État en tant que président a beaucoup d'éléments yo ngai na bino toza na ngote. Bisone toza ka na maloba. C'est ce qu'on va utiliser. Muto azana big à utiliser ka yango mais mokonzi mboka azala banzele belé. Mais moi je peux vous dire que ce qui nous aide à être conduits dans ce dossier, c'est le communiqué des chefs d'État de Luanda. En aucun point, il a été question, il y a armée en écotique à la ti, en aucun point cela est repris. Alors, si c'est un président qui, de manière personnelle, pour se faire plaisir, raconte sa vie, nous allons condamner ça comme on a eu à le faire. Zone tampon pesant les critères, zone tampon.
C'est-à-dire, nous donnons la gestion administrative de l'armée, voilà. Non, zone tampon, ils ont répété la communiqué final. Voilà, parce que bon comprendre le que bah ça la alliance nando quitté pour faire des fins rola qui ça on nga pombora la butu bo ça la alliance nando qui na bino oyo papa to nga otanga mingi ta comme ramunene était le loku to lobi va gagner ba élection té alobi le loku to ba élection gagner té auto ça à ça la qui mais quand on a landi ngo na seki ye penza muto ça la ka ba score oyo et ça la makaka na Russie 99% dans un pays où on a 60% des Hutus, 30% des Tutsis et 10% des Pygmées. Mais lui fait 99,9%. Et c'est lui qui va venir donner des leçons de démocratie au Congo. S'il vous plaît, ça, c'est même pas des débats à suivre. Mais est-ce que, M. Monseigneur, est-ce que vous n'êtes pas, enfin, quand je dis vous, hein, vous à l'Union Sacrée, est-ce que vous n'êtes pas gêné aujourd'hui de voir la manière dont le président Kagame se comporte, étant donné que, à l'époque, vous savez peut-être mieux que moi, à l'époque où vous étiez au FCC, je me rappelle que le feu général Kaimbi a péki sa cabine Makambo alliance na Kagame et tout ça, vous vous êtes entêté, vous êtes allé en alliance avec Kagame. Et quand je dis vous, je vois l'administration, le régime. Hein. Vous êtes allé en alliance avec Kagame, vous l'avez fait venir à Kinshasa, il a été applaudi à Kinshasa, on a vu des photos qui ont circulé partout, on a vu notre président aller au Rwanda, aller s'incliner là-bas devant le mémorial et tout ça. On a vu tout ça, on a vu la première dame, maman Denise, que je respecte beaucoup d'ailleurs, aller danser là-bas avec sa sœur et tout ça. Après tout ça, est-ce que vous ne vous sentez pas mal à l'aise, vous ne vous sentez pas gêné? Et pour boucler la boucle, quand c'est le président Kagame qui vous lance une pique de la sorte, est-ce que vous n'êtes pas gêné? Est-ce que vous n'êtes pas offusqué d'une certaine manière? D'abord, nous ne sommes pas offusqués par ces piques de Kagame, puisque quand un dictateur commence à parler élection, ça fait rire même les vaches. Quand vous dansiez ensemble, il n'était pas dictateur? Bon, mais écoutez, aujourd'hui, je peux vous dire que par rapport à son comportement, c'est la déception. C'est la déception parce que je peux vous dire que si le président Tshisekedi n'avait pas tendu cette main, principalement au président du Rwanda, tous ces supporters aujourd'hui qui se retrouvent dans la communauté internationale, dont certains pays, allaient dire que c'est le Congo qui est un pays va-t-en-guerre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons toutes les raisons de notre côté. Parce que Kagame, ce n'est pas la première fois qu'il est en train de nier. Lorsque Armé Naye sa la guerre na Kisangani, la guerre de 6 jours, il était aussi en train de nier qu'il n'était pas au Congo. Pour nous, nous avons eu à tendre la main pour d'abord alléger la vie de nos populations de l'Est. Parce que lorsque le président de la République est allé au Rwanda et que le président Kagame est venu ici, le plan, c'était un plan économique d'abord. C'est-à-dire que deux sociétés, du Rwanda et de la RDC, puissent travailler ensemble en ce qui concerne le traitement de l'or. Que nos populations puissent éviter la double imposition. C'est-à-dire que nos populations qui, pour la plupart, nourrissent les villes frontalières avec le Rwanda, bazwa, badouane oyo, soki a fouti na Congo, na Rwanda, a obligé à foutre en souste. Et puis, troisièmement, c'était pour Rwandais qui pouvaient commencer à atterrir ici. Et lorsque Congo Airways allait augmenter sa flotte, commencer aussi à atterrir à Kigali. C'était ça les accords. Il n'y a pas un autre accord. Alors, appelez quelqu'un frère et qu'ensuite ce frère-là vous trahit. Est-ce que c'est de votre responsabilité sa trahison? C'est ça. Peut-être de naïveté alors? Non, ce n'est pas de la naïveté, mais c'est simplement de la trahison. En ce moment-là, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on ressent? C'est ça votre question. Mais de l'amertume. Mais de l'amertume. Parce que nos deux pays, malheureusement, et surtout lui qui est en train d'être utilisé par certaines puissances, nos deux pays risquent de perdre l'élan de développement qu'on pouvait avoir si on était ensemble. Voilà le problème. Parce qu'entre les deux peuples, il n'y a pas de problème. Les deux peuples cohabitent, ils font des partages, ils font des deals ensemble, économiquement parlé. Mais c'est lui et son régime qui sont à la base du pillage du Congo. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce pays-là, qui s'appelle Rwanda, va le payer très cher. Parce que nous sommes maintenant dans une dynamique où on va accompagner le gouvernement pour obtenir des sanctions contre ce pays. Les preuves que nous réunissons, nous en tant que Congolais, ensemble avec la société civile de notre pays, qui va aller saisir certaines instances sur le plan international,
nous allons obtenir des sanctions contre ce pays. Parce que l'enrichissement qui est fait sur l'exploitation des minerais du Congo, c'est pour Kagame et son clan, ce n'est pas pour le Rwanda. Parce que le Rwanda vit à 60% de l'aide extérieure. L'appui budgétaire du Rwanda provient de l'extérieur. C'est là où nous disons qu'il y a réellement un complot contre le Congo. Parce que l'argent grâce auquel il achète les armes, c'est l'argent qui provient de la France, de la Belgique, des États-Unis et principalement aussi de la Grande-Bretagne. Monsieur Mosenepo, ça sera peut-être ma dernière question pour aujourd'hui parce qu'on a passé 1h20. Ça sera probablement ma dernière question, mais je vous demande encore de revenir parce que c'est très intéressant d'échanger avec vous, surtout pour notre audience qui a eu à se plaindre pendant un moment que Tobenga Bataillon Sacré, voilà, une bouche autorisée. Je vous ai entendu dire, ça m'a même fait sourire, ça m'a rappelé les années où vous parliez du Congo bashing. Vous et M. Mende, vous disiez à l'époque que voilà, il y a un complot à l'international contre notre pays et tout ça. Pendant que vous disiez cela, l'UDPS n'emboîtez pas le pas. Hein. L'UDPS vous contredisait d'ailleurs. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui pendant que vous êtes en train de dire ça, vous gardez la même théorie, la théorie de Kabila justement qui disait qu'il y avait un complot contre la RDC. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS qui emboîte le pas. Je vais aussi, par la même occasion, parler de RFI et consorts. Quand, à l'époque, RFI pondait des articles et tout ça contre la RDC, vous disiez que c'était le Congo bashing, pendant que l'UDPS disait le contraire. Aujourd'hui, quand vous observez que la donne est en train de changer, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais les amis aujourd'hui ont compris. Vous savez que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Vous êtes dans une posture où vous critiquez, mais vous ne savez pas exactement les responsabilités que vous aurez demain. Mais lorsque vous les avez finalement, vous vous rendez compte que ce que les autres qui étaient dans le bateau étaient en train de dire était vrai. Parce que réellement, il y a une dynamique à l'extérieur qui consiste à maintenir le Congo dans un marasme parce que ce pays ne doit pas se développer. Vous imaginez que nous avons découpé 26 blocs pétroliers. Nous disons que nous allons vendre ce pétrole pour faire de l'argent pour nos enfants, pour développer notre pays. Mais les États-Unis viennent pour dire non, il y a des blocs qu'il ne faut pas vendre parce que ça va détruire l'environnement. Écoutez. Mais on a cru, on nous a fait croire tout au début du mandat du président qu'il était en odeur de sainteté avec les Nations Unies et que les Nations Unies le soutenaient. Je me rappelle encore l'époque du célèbre ambassadeur Nzita et tout ça. Pas les États-Unis, pas les Nations Unies, les États-Unis. Je parle des États-Unis. C'est aujourd'hui les États-Unis qui sont d'une certaine manière un peu contre vous, c'est ça? Non, madame, je vous ai cité un cas qui prouve que la titularisation du Congo n'a pas encore quitté dans le mind de certaines puissances étrangères. Ce n'est pas normal que vous puissiez venir dire à un pays développé au XXIe siècle qui veut se développer, non, n'utilisez pas vos richesses. Parce que nous, on a le droit d'exploiter le charbon chez nous et de polluer, mais vous devez garder vos arbres et vos chenilles parce que nos enfants ont besoin d'électricité, ont besoin de développement, mais pas les vôtres. C'est pas sérieux. C'est pour vous dire et pour confirmer que le Congo, aujourd'hui, comme a dit Colette Brackman, n'a pour seul ami que ses propres fils et ses propres filles. Si nous ne nous mettons pas debout et ensemble, nous allons perdre cet héritage de nos aïeux. Et nous, les Lumumbistes, nous le disons depuis longtemps, parce que nous avons eu à participer à des réunions avec l'honorable Mende, en France notamment, où on nous dit carrément que si vous ne signez pas tel contrat sur telle exploitation de mines, on va vous créer tel et tel autre problème. Et le lendemain, vous voyez un média français qui vous attaque sur un problème qui n'a rien à voir parce qu'on veut seulement vous faire chier. Parce que vous n'avez pas cédé tel ou tel autre minerai. Voilà les réalités que malheureusement nos populations ne connaissent pas et que nos opposants, comme des chevaux à qui on a mis des œillères, ne comprennent absolument pas. Et c'est un défi. Comme l'IDPS à l'époque, ne comprenait absolument rien de tout ce que le gouvernement Kabila était en train de faire, de tout le combat. Madame, ne soyez pas aussi sévère. Ne rien comprendre, c'est carrément être... Ils comprenaient certaines choses, mais à leur façon. À leur façon.
Monsieur Mosenepo. Vous avez une question, allez-y. Oui, non, mais je voulais, avant de poser la question, parce qu'il parlait de Congolais qui devaient se lever, je voulais juste, on va se lever sans la cohésion nationale, puisqu'il y a encore de prisonniers d'opinion comme Jimmy Kitenge et les autres qui sont arrêtés. Blapo, Barnabé. Oui. Barnabé Balingan. Est-ce que vous en parlez aussi au chef de l'État qui puisse quand même décrisper la situation politique? D'abord, la première chose, M. Alain, c'est que nous sommes le seul peuple au monde où, lorsqu'il faut se lever pour notre pays, nous mettons des conditions. Ah, mais est-ce qu'il y a la lune au-dessus pour qu'on se lève? Est-ce que c'est la saison sèche? Est-ce que... On n'a pas à se poser des questions pour ça. Nous devons nous rassurer pour que nous... Non, madame, s'il vous plaît. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Ukraine, c'est comme s'il n'y a même pas d'opposition. Mais pourtant, ils ont une opposition à Zelensky. Mais ils se sont dit qu'il s'agit de notre pays. Nous, c'est toujours ça. Est-ce que... maintenant, au moins, il y a... Maintenant, au moins... Maintenant, au moins, on peut parler de conditions. À l'époque, il y a certains fils de ce pays qui ont carrément refusé, sans condition, ils ont carrément refusé la solidarité nationale. Hein? On se rappelle bien de ça. Madame, vous savez, dans l'ancien temps, les autres ont fait ceci, les autres ont fait cela. L'Europe ne serait pas en train aujourd'hui de travailler coude à coude avec l'Allemagne, qui est la première puissance de l'Europe. Répondez-vous, M. Mosenepo. Parce que c'est l'Allemagne qui a déstructuré l'Europe. Donc, il faut évoluer dans pendant le dynamisme. Pendant que nous sommes en train d'évoluer. En ce qui concerne la question de M. Alain, il n'y a pas de cohésion nationale. Oui. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion, mon cher frère. Vous savez qu'il faut aussi qu'on apprenne à devenir des gens qui se respectent mutuellement. Vous êtes père de famille. Vous êtes responsable. Je viens comme dans le cadre que nous sommes ici en train d'échanger. Je dis, Monsieur Alain, vous êtes un assassin. Vous avez voulu me faire la peau hier. Vous êtes un bandit. Vous pouvez me pardonner. Mais est-ce que votre épouse, vos enfants vont me pardonner? Ils sont à la maison, ils voient qu'on insulte leur père. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas ça la démocratie. Moi, j'ai toujours dit que nous devons commencer maintenant à insuffler dans le chef des politiciens que le débat, il doit être le débat d'idées et non le débat sur les individus. Combien de fois, moi, j'ai été insulté? Qu'est-ce que ça a à voir avec les propos que je donne ou les idées que je donne? Maintenant, moi, je peux accepter qu'on me traite de grosse tête. Mais est-ce que ma fille qui va à l'école avec ses amis va accepter ça? La pauvre fille de Kabila. La pauvre fille de Kabila. Il ne faut pas qu'en politique, on se cache derrière cette identité-là pour distribuer des coups qui n'ont rien à voir avec le débat des idées que nous devons voir. Nous savons tous qu'à l'UDPS, des places dépôt, il y a pas insulte ça. Et ce sont eux qui veulent donner des leçons aux autres en disant que non, on ne peut pas insulter, on ne peut pas dire ceci. Nous, moi-même, je suis là pour tous ceux qui supportent le président de la République qui me traite d'une Rwandaise. Parce que je suis contre, je critique d'autres choses que je trouve que ce n'est pas normal. Directement, on m'a collé une nationalité qui n'est pas la mienne. Mais on a union sacrée, s'il faut parler. Madame Grasse, quelle que soit la personne qui va oser vous insulter, comptez sur moi pour vous appuyer et à reporter plainte. On ne peut pas accepter ça. Ça va plaire tes bélés, alors. Oui. S'il faut éduquer les gens, il faut le faire. Parce que l'insulte, ezaneti boomerang, les loba fingio ou au fingi mutu. Mais demain, on va t'insulter aussi. Négocieri, bon, on dit que Jules Mouniere, ou ça, ça lui plainte pour répondre à Finga. Mais combien de fois on a interpellé M. Jules Mouniere? Mais d'abord, il faut que Bateau et Jules personne ne leur empêche d'aller. Christian Bossebeki avait traité Kabila de matière fécale. Personne ne l'a interpellé. Si aujourd'hui vous m'insultez et que moi je ne vais pas vous porter plainte, c'est ma responsabilité. Cette fois-ci, n'a posé dernière question, Nanga. Allez-y. Oui. En fait, la dernière question, ça coûte thème là, et ça pratiquement thème. Est-ce que vous pensez que le président Fachi est capable de relever le défi face à
ce multiple problème et enjeux qui se trouvent au Congo. C'est-à-dire agression, guerre na Est, élection, je pense qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire parce que... À quelles conditions? S'il est capable de le faire, il faut le bénéficier. Parce que la volonté politique est là. Ce qui compte, c'est la volonté politique. Madame a parlé tout à l'heure que la gratuité de l'enseignement était inscrite dans la Constitution depuis 2003. C'est la vérité. Mais est-ce que depuis 2003, il y avait la volonté de l'appliquer? Il a fallu attendre l'arrivée de Félix Tshisekedi pour que cela soit appliqué. Vous estimez qu'il n'y avait pas de volonté, c'est ça? Non. Et aujourd'hui, il y a 5 millions d'enfants qui sont à l'école gratuitement grâce à ça. Donc, la volonté politique est l'élément déclencheur d'un mouvement qui va permettre à ce qu'on puisse finalement régler tous ces problèmes-là. Et il ne faut pas que l'on puisse dire que toute cette responsabilité-là, c'est seulement au président Félix. C'est à nous tous. C'est à nous tous de pouvoir porter la main. Lorsqu'on parle, par exemple, des problèmes de corruption, il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Mais dès le petit niveau du simple Congolais, l'esprit de la corruption est là. Si déjà à ce niveau-là, on casse ça, cela va monter jusqu'aux échelles supérieures. Donc, moi, je suis convaincu, M. Alain, que M. Tshisekedi aujourd'hui peut arriver parce qu'il est celui qui a pris ce budget à 5 milliards de dollars et dans quelques semaines ici, on va promulguer un budget pour 2023 de 14 milliards,6. Grâce au code minier, hein, principalement. Entre autres, mais aussi grâce à la lutte contre la corruption. Et j'espère que les Congolais vont le vivre dans leur vie quotidienne. Oui, dans l'assiette de Congolais, le social. Mais bien sûr, oui. Mais bien sûr. Ça ne sera pas que pour les députés, comme ça, ils vont passer de 21 000 à, je ne sais pas moi, à 32 000. Non, parce que si vous voyez les discussions et les débats qui se passent à l'Assemblée nationale et au Sénat, le maître mot, c'est la réduction du train de vie des institutions. Oh, ça a commencé depuis bien longtemps. Depuis longtemps. Non, mais il faut que ça s'applique dans la... Non, il y a eu à le dire depuis des années. Non, mais ça va s'appliquer dans le budget. Vous allez voir que ce budget aura des incidences positives sur le vécu des Congolais. On va vous faire revenir pour en parler et espérons que ça sera une... Sans problème, je serai toujours à votre disposition. Pour terminer aujourd'hui, je ne peux pas clôturer sans pour autant parler du... Avant que tu clôtures, est-ce que tu me permets de poser juste une question avant que tu clôtures? Oui, vas-y. Donc, mon élection, il y a 2019, Kabila Zwaka opposition, déplace à Kedla Kozwachi Bala. Est-ce que Fachi aussi Azana... L'idée, on a créé un gouvernement avec l'opposition à la veille des élections ou comment? Non, pas du tout. Ce n'est pas pour rien que le parce gouvernement... Parce que nous attendons depuis gouvernement Oyo et Zokweya... Non, ce n'est pas pour rien que le gouvernement des Warriors est en train de financer à coups de millions le processus électoral. On va aller aux élections. Merci. On va aller aux élections. Merci bien. Pour terminer, la toute dernière question, je ne sais pas clôturer aujourd'hui sans parler de ce jeune pasteur qui a été, je ne sais pas si je dois dire enlevé, en tout cas pris par une moto et puis tué, sauvagement d'ailleurs. Je souligne sans l'intervention de la police. De la police. C'est quand même, ça s'est passé au Katanga. En tant que nationaliste, en tant que Mwana Mboka, en tant que Moutoupe Ozana mouvance présidentielle, au Moni Likambo Ndengenini, je dis la paix à l'âme du pasteur Jérémy Ilunga Monga, à Koufina, ba condition vraiment tragique. Et malheureusement, et comme il y a un moment où il y a cohésion nationale et tout ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut une enquête, qu'il faut quand même... je me rappelle d'ailleurs à un moment donné, le président de la République était même allé là-bas parlant de Bandoki et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la situation et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut une attention particulière sur ce qui se passe au Katanga? Vous ne pensez pas que Loko et Koki Kolamoussa la vieux démon, oui, la vieux démon parce que ils sont généralement là-bas communément appelés les Manseba. Les Wewa, les Manseba, parce qu'ils viennent d'un certain coin. Qu'est-ce que vous en dites, M. Mosené? Madame, je pense qu'il faut que la justice frappe, mais de la manière la plus forte contre ces gens, parce que cette pratique
de se faire justice n'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est le Katanga et j'ai déploré moi-même la mort de ce pasteur. Mais il y a quelques mois, il y a eu une pauvre dame qui se rendait dans un lieu touristique ici à Kinshasa avec sa famille. Un Wewa ou un conducteur de moto est venu percuter son véhicule. Bah, ta famille présidentielle. Donc la dame n'avait pas du tout commis de faute. Mais ces gens-là ont brûlé le véhicule de la dame. Dieu merci, la police nationale congolaise a mis la main sur ces gens et ils ont été condamnés, ils sont en prison. Donc, il faut que nous commencions à punir ce genre de pratique de la manière la plus sévère. Parce que ça va donner des cycles de vengeance qui ne seront pas du tout acceptables et ça va faire revenir le regain identitaire où on va commencer à dire bah Oana Awate. Or, le Congolais a le droit d'être partout à l'aise sur le territoire national. Donc, si la justice n'agit pas, ça sera maintenant la justice populaire et c'est à partir de là que le désordre peut naître. Donc, j'interpelle les autorités pour que très vite, les responsables de cette histoire puissent être mis hors d'état de nuire. Déjà, il y a un avis de recherche qui a été lancé par la police au Katanga où on recherche le conducteur de cette moto et son compère qui était avec lui sur la moto. Et je crois qu'on va mettre la main sur eux et les condamner de la manière la plus sévère. Nous allons, nous tous, mettre la pression de l'opinion sur cette question pour que Bato et Babika n'aient pas justice. Mais il y avait aussi la police. Nous avons vu dans des vidéos qui circulent, la police n'a pas du tout réagi avant que la personne puisse rendre l'âme. Nous avons vu, il était encore vivant, mais la police n'a pas agi, n'a rien fait du tout. Oui, madame. La police, dans le monde entier, c'est des humains à qui il faut à chaque fois interpeller. On se rappelle aussi, là où M. Alain habite aux États-Unis, la police a tué des gens. Donc, c'est pour vous dire que la police, c'est des humains. Ils peuvent avoir des erreurs. Nous sommes là pour interpeller, pour que justice soit faite. La police de Tshisekedi, en tout cas, doit mieux se comporter, n'est-ce pas? Elle n'existe pas, madame. Comme on le disait à l'époque, la police de Tshisekedi n'existe pas. La police de Kabila n'a jamais existé. C'est la police nationale congolaise, PNC en sigle. Voilà. Eh bien, c'était un réel plaisir et un honneur d'ailleurs d'échanger avec vous. Merci beaucoup, M. Mosenepo. Le plaisir est partagé. Nous espérons en tout cas que prochainement, vous serez disponible. On a beaucoup d'autres questions qui sont restées en suspens. Est-ce que pour aujourd'hui, vous avez un mot de la fin? Il y a eu aussi beaucoup de réactions de ceux qui nous ont suivis. Malheureusement, faute du temps, on n'a pas pu quand même lire tous ces commentaires, mais il y a vraiment eu beaucoup de réactions. Pour aujourd'hui, le mot de la fin, c'est d'abord de demander aux Congolais d'être unis, d'arrêter que nous-mêmes, nous ne soyons pas autodestructeurs de notre pays. Moi, j'ai toujours dit aux gens que le pays n'a jamais appartenu à un président de la République parce que Mobutu est parti depuis très longtemps. On l'a insulté, on a dit tout ce qu'il y avait de mal sur lui, mais ce sont nous et nos enfants qui sommes en train de subir, en bien ou en mal, ce que Mobutu a eu à faire. Même chose avec Kabila et ça sera même chose avec Tshisekedi. Donc, nous devons nous réveiller pour que nous puissions travailler pour notre pays et que nous puissions être ceux qui ont la possibilité de sonner la sonnette d'alarme lorsque les choses ne marchent pas. Et cela est important pour nous tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Mosenepo. Merci, M. Kuka. Merci, Mme Pamchas-Grasse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour vos interventions. Merci pour vos questions. C'est vrai qu'on n'a pas pu tout lire, mais en tout cas, merci d'avoir été là. Nous vous demandons de resuivre l'émission, la partager encore et on se donne rendez-vous vendredi à la même heure. C'est 20h, heure de Kinshasa, 19h, heure de Londres. Papa Alain, c'est quelle heure déjà en Amérique? En Amérique, c'est 14h. Voilà, 14h en Amérique. Et vendredi, on annonce déjà qu'on aura un invité aussi intéressant. Ça sera Jean Gouba Kalala. Il est musicien, mais il est aussi politique. Hein? Donc, on va parler de beaucoup de choses. Pas seulement la musique, mais principalement la patrie, comme on a l'habitude de le faire, comme on a même le devoir, si pas l'obligation de le faire. Donc, pour ce soir, merci beaucoup. On se donne rendez-vous vendredi à la même heure, même endroit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa Alain, je dois avouer que vous êtes très bien coiffé. Merci. Je confirme cela.
Vous êtes très bien habillés, mesdames. Chic. Toujours chic. BCBG. BCBG. Bon chic, bonjour. Pour la Congo, toujours. À vendredi. Portez-vous bien. Merci beaucoup.